Do you want to be a fighter? RMC. There's only one Tyson Fury. Fighters Club. I'd like to take this chance to apologize to absolutely nobody. Alexandre Herbinet. I am the greatest. Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue au 184e numéro du RMC Fighter Club, un RMC Fighter Club qui remonte dans la cage pour vous présenter un des personnages du MMA français, patron du Boxing Squad de Nice, coach de Manon Fiorot notamment, monsieur Aldric Cassata. Avec moi pour en parler cette semaine, mon compère du Fighter Club, toujours la boxe ou MMA, monsieur Jonathan Bacardi, bonjour. Salut Alex. Qui boite un peu Jonathan Bacardi pour nos auditeurs. Voilà. 6 mois, rien de... Il s'entraîne fort, donc ça touche le corps, mon Joe, c'est sûr. Ouais. Et avec nous, donc on est ravis. On est ravis parce que c'est la première fois qu'on le reçoit en solo, puisqu'on t'a déjà reçu avec ta championne Manon Fiorot, mais c'est la première fois et ça nous tenait à cœur de faire une émission pour te faire découvrir monsieur Aldric Cassata. Bonjour. Bonjour à tous, plaisir entièrement partagé, ça me fait super plaisir d'être là. Ok, on va apprécier ce petit moment tous ensemble. Il façonne ses combattants au 3e étage d'une petite tour niçoise, dans une salle où la courbe de chaleur navigue souvent dans les mêmes hauteurs que celle de la qualité du travail. Patron du Boxing Squad, Aldric Cassata ne gère pas l'effectif le plus fourni du MMA français, mais avec lui, les talents regorgent de partout, de Manon Fiorot en quête de la ceinture UFC, aux espoirs Axel Sola et Virgil Hogan. Le RMC Fighter Club reçoit Aldric Cassata pour évoquer le futur défi de The Beast, Manon Fiorot, opposée à la célèbre Rose Namajunas le 2 septembre à Paris, et raconter la trajectoire et les méthodes de celui qui est également manager et ancien coach de l'équipe de France amateur. Je me suis rendu compte assez vite de mon niveau et que j'avais progressé. Et oui, forcément, c'est Bossa qui arrête. Victoire de la Française. Wow. Manon Fiorot, superbe performance. Manon, on peut dire qu'on est face à une génie du sport tout court. Beginning of the end, Fiorot hammering away, reaching back to her feet. Hey, look at that. So strong. I'm telling you, Fist of Fury. Elle a 0 point faible, moi je le dis. Et c'est super ça, c'est très bien ce qu'elle fait. Et elle passe en phase de lutte, c'est intelligent. Aujourd'hui, Manon, elle est numéro 1 mondial en termes de niveau. Pour moi, elle est déjà devant Valentina, elle va le prouver. Allez, tentative. Oui, magnifique, Manon. Voilà, l'amener au sol. De quoi nous faire des points dans cette dernière minute. Ouais, ça c'est bien le changement de niveau. Magnifique, coup de genou. Allez, on termine. Voilà, oh là là, Antoine Taylor, je sais pas ce que vous en pensez, mais je pense que c'est bon. Manon, the Beast, Et on remercie Max Abolin pour cette petite prod autour de Manon Fiorot, puisqu'il y a un grand défi qui s'annonce. Aldric, on va commencer par ça, c'est maintenant officiel au moment où on diffuse cette émission. Manon Fiorot contre Rose Namajunas, l'ancienne championne des pailles pour une demi-finale mondiale sans doute chez les Fly. Tu vas nous confirmer ça chez les Mouches à Paris le 2 septembre, sans doute en co-main event. Enfin, de toute façon, nous on l'a déjà dit ici avec Joe, on va pas se le cacher que sportivement c'est même le main event. On comprend pas juste sportivement, c'est juste en termes de renommée tu vois, si tu prends la renommée des deux combattantes et que tu la mélanges, c'est Rose, c'est une star de l'organisation. Tu vois. Rose sera la star la plus populaire de cette carte en termes d'abonnés, notamment sur les réseaux sociaux, c'est évident. On comprend pourquoi Cyril est en main event, parce que c'est la grande star du MMA en France, mais sportivement, on est d'accord, Joe, on l'a déjà dit, c'est un combat qui est le main event de cette UFC 2. Aldric, commencez par ça. C'est quoi la première chose qui vous est passée en tête à toi et Manon quand on vous a confirmé que c'était bien Rose Namajunas? C'est cool quand même, parce que au-delà du défi sportif dont on va parler, il y a beaucoup plus de lumière que si ça avait été l'autre nom qui était évoqué, c'était Erin Blanchfield. C'est un gros nom qui vient à Paris affronter Manon, Aldric. Ouais, après c'était le sentiment aussi d'un travail qui a été bien fait par Manon. La call-out, dès qu'on a eu des rumeurs comme quoi elle souhaitait monter à 125 livres, elle la call-out tout de suite pour fixer un peu les choses. Après, il n'y avait aucune volonté de notre part de fuir Blanchfield. Blanchfield, elle est solide. Elle a fait un très bon combat contre Andrade, même si, moi je l'ai toujours dit, quand on avait réagi à chaud après le combat, pour moi, elle a battu une fausse Andrade, une fille qui a accepté le combat en short notice à une semaine de l'événement. Cela étant, je pense qu'on a réussi à faire ce qu'on voulait, c'est-à-dire le combat de Blanchfield, on l'a absolument pas refusé et réfuté. S'il faut aller la chercher. Te couper, mais dans votre tête, c'est plutôt l'inverse, non? C'est elle qui est en train de fuir pour aller chercher la ceinture des 135 contre Juliana clairement, Peña. quand elle fait tous les call-outs sur la catégorie des 61, j'ai l'impression qu'elle veut se dérober un petit peu. Après, nous, on prenait vraiment les deux. L'UFC était au courant. Et c'est vrai que d'un point de vue médiatique et pour lancer un peu Manon sur la scène française, parce qu'au final, Manon, à part des combats de pied-point et de karaté, elle n'a rien fait en France au moment où on se parle. Donc je pense que ce combat-là, il est pour construire un petit peu la suite, il est
extrêmement opportun. Ouais. Aldric, si je te dis que j'ai l'impression que Manon est plus connue à l'étranger qu'en France, t'en penses quoi? Ah, je valide. Je valide puisqu'elle a fait des grosses cartes américaines et d'Abu Dhabi. Et je pense que. Moi, j'ai les statistiques sur son Insta, c'est fou, hein, parce que aujourd'hui, elle a un petit peu moins de 50K, il y a plus de la moitié qui est à l'étranger. Ouais. Ouais, donc c'est un signe. Alors que C'est l'impression que j'ai, et c'est pour ça que j'ai vu pas mal de gens. J'ai vu que tu avais réagi, ça m'a bien fait marrer sur les réseaux sociaux, les gens qui sentent un peu pousser des ailes, qui comprenaient pas que Manon soit comme main event. Mais même si c'est un peu débile, tu vois, parce que je sais que pour certains, la motivation de dire ça, c'est que oui, c'est un combat féminin, etc. C'est vrai qu'en France, j'ai l'impression qu'elle est passée un peu sous les radars, parce que je sais pas pourquoi d'ailleurs. Alors je pense que tu fais une partie de son travail de com, je pense. On a vu, tu es un traducteur approximatif, un traducteur volontairement approximatif. Mais Manon, c'est quelqu'un de réservé, même si je pense que quand on l'a reçu, j'ai constaté, tu vois, sur les 2-3 fois une évolution. récentes, il y a une vraie évolution. Mais est-ce que c'est vraiment un vrai rendez-vous en termes de business aussi? C'est pas juste sportif, cette carte de Paris, non? Non, je pense que on a bien vu ce qui s'est passé pour les combattants français qui ont participé l'année dernière. Ils ont été boostés. Ouais. Benoît disait, je crois que c'est dans votre film d'ailleurs, qu'il a réussi à avoir des sponsors uniquement après ça. Donc clairement, oui, c'est une présentation au public français. Puisque aujourd'hui, malgré ce qu'elle a accompli déjà, le 5-0 à l'UFC, elle est effectivement très peu connue en France, faut pas se le cacher. C'est quand même un grand événement, parce que tu disais, c'est son premier combat de MMA en France, c'est pour pas n'importe lequel, face à une légende de ce sport. Moi je disais, je pense que Rose, on peut la mettre dans le top 5 de tous les temps féminin. Ah oui, Elle a largement sa place. Clairement. Oui. Tu sens, toi qui la connais très bien, Manon, tu sens qu'elle a la pression d'avoir ces 15 000 personnes et d'avoir ce premier combat à la maison avec une foule qui va être en délire comme l'an dernier. Comment toi tu le vois? On pourra le savoir que le moment. C'est ça, mais après regarde, la carte d'Abu Dhabi, elle était lourde de pression aussi, il faut quand même pas se le cacher. Effectivement, c'est pas la France, mais carte de l'année. C'était quand même la carte de l'année, voire peut-être des 2 ou 3 dernières années, tu vois. Ouais. Et pourtant, j'ai vu Sean Brady un petit peu ému dans le vestiaire. J'ai vu quand même Oliveira. C'était lourd de pression cette carte. Et malgré tout, Manon, elle n'a pas sourcillé. Et pourtant, elle était sur un genou. Donc, je suis assez confiant là-dessus. Je pense qu'elle va très bien aborder le. Manon, c'est le genre de combattante, on va le mettre au féminin, allez, que ça motive la pression et que ça va plutôt exacerber ses sens et la rendre encore plus concentrée plutôt que de la faire flipper. Après, un combat, on est à l'abri de rien. Mais moi, je suis plutôt confiant là, à l'approche de ce grand rendez-vous. T'en parlais, le genou, ça va? Franchement, les deux genoux, ça va. Hein. C'est bon. Je profite de l'émission. Le docteur Bertrand Sonricoté à Lyon, il a fait de la magie. C'est-à-dire qu'elle avait un genou gauche qui était un petit peu handicapé suite à une opération qui avait eu lieu il y a 10 ans avec une réathlétisation assez approximative. Il a fait de la magie et j'espère qu'il nous écoute et qu'il prendra acte de ce remerciement parce qu'il a fait de l'excellent travail. Puisqu'on rappelle, on contextualise, mais tu le rappelais à Abu Dhabi l'an dernier, UFC 280, victoire sur Kathleen Choukagian, qui était alors numéro 1 du classement des challengers chez les mouches, et ce combat qui a été fait avec un genou en vrac, qui rupture était complète rupture, qui était genou qui avait été touché pendant le camp au mois de juin. Et quand pour les gens qui ont trouvé ce combat un peu ennuyeux, faut quand même recontextualiser tout ça. Et le takedown qu'elle met au 3e round sur un genou, c'est quand même ça a un autre saveur du coup. D'autant qu'elle nous l'avait raconté, le genou craque dans le premier, donc elle l'entend, donc tu sais que le genou est en vrac. Le takedown avec un genou, c'est pas mal quoi. Ouais, c'est pas mal quand même. Donc ça montre qu'elle a du courage. Tu reconfirmes ce que dit Joe, c'est à bloc à 100% l'entraînement depuis longtemps aujourd'hui. Ouais. Et donc ça va faire presque un an, puisqu'elle recombattra le 2 septembre, c'était le 22 octobre, ça va faire 10 mois quoi en gros entre les deux combats. Tu sens que ça la démange? Je pense que la date, elle est parfaite. Ouais. Le CHIR, il a validé. Il nous disait qu'il fallait 10-11 mois pour avoir une réathlétisation parfaite. Donc, on sera même un petit peu au-delà. À partir de là, non, elle sera vraiment à 100%. On dirait que la date, elle a été faite pour elle. Demi-finale mondiale, assurée par l'UFC ou pas? Tout dépend de la performance. C'est comment est l'UFC. Sur le papier, oui. On peut annoncer clairement que la vainqueur, elle fera la ceinture. Après, si demain matin, la performance n'est pas au rendez-vous, il faudra mettre des guillemets à ce qu'on dit. Je peux faire le rabat-joie? Vas-y. Si Shevchenko, elle bat Grasso et que c'est serré, t'as pas peur que... La trilogie? Je pense qu'il n'y aura pas de trilogie parce qu'ils ont quand même envie de renouveau dans la KT. Il y a Blankfield, il y a Manon, il y a Santos quand même qui ronge un petit peu son frein. Okay. Je pense qu'ils vont pas boucher la KT. Après... si c'est une guerre, tu vois ce que je veux dire? Après, Shevchenko, c'est le combat de l'année. Manon, elle fait pas une bonne perf. Ça n'arrivera pas. Moi, je te garantis que Manon, elle va exploser ce combat. Mais oui, il y a un monde où ça peut arriver. Je suis d'accord avec toi, mais ça n'arrivera pas. Là. Ouais, selon les perfs, il y a toujours des scénarios. On va en parler après, mais de cette manière, si elle gagne et de manière convaincante, elle va gagner de manière convaincante.
Je pense que dans les 10 mois, il y a un title shot possible, Ah, c'est que même- ce soit dans cette KT ou dans une autre. On peut y aller beaucoup plus court. Hein. Moi, je dis premier trimestre 2024, on peut faire la ceinture et on va la faire. On peut y aller beaucoup plus court, puisque je sais à quoi tu penses quand tu dis ça, Aldric, c'est que les rumeurs sont que le 16 septembre, il y a une Fight Night qui sera non pas à l'Apex à Las Vegas, mais à la T-Mobile Arena, ce qui est rare pour une Fight Ouais. Night, parce que c'est le week-end de l'indépendance mexicaine, le week-end de Canelo, le célèbre week-end où Canelo boxe tout le temps. Et donc, ils veulent stuffer la carte de latino et de mexicain. Et normalement, le main event sera Grasso Shevchenko 2. C'est ça. 2 semaines après Manon contre Rose. Le timing est très bon pour premier trimestre 2024. On est d'accord. Je pense que ouais, sur le premier trimestre, il devrait y avoir une défense de titre pour la gagnante et je pense la chance pour Manon, qui l'a mérité déjà, hein, parce que Bien sûr. si on recontextualise, Shevchenko, elle a call-out Manon au mois de mars sans savoir qu'elle était blessée et à la base, c'est Manon qui devait y avoir droit. Donc je pense que justice sera rendue et encore mieux parce qu'elle aurait eu un combat pas en synchrone, mais à haute pression et à haute médiatisation Même qui si c'est permettra. serré, même si le combat est serré, qu'elle prend pire des cas, tu vois, une décision partagée, ce sera toujours une victoire contre Rose Namajunas. C'est ça. Et c'est, par ça veut contre, dire quelque chose. tu confirmes, c'est 3 rounds. Ouais. Parce que ce vous sera- aviez la volonté du 5 au ce départ. sera en 3 rounds. Ouais. Vous avez le scoop RMC, vous le savez en premier, ce sera en 3 rounds. Ouais. Ah, ok. En 3 x 5. Et 2 petits trucs pour finir là-dessus avant d'évoquer toi et ton histoire, Aldric. Un petit clin d'œil, mais parce que c'était marrant, je sais. Tu me confirmes que ces dernières semaines, vous aviez un peu une idée de ça, puisque Rose Namajunas s'était mis à suivre d'un coup Manon sur les réseaux. Ouais, il y a 2 semaines, elle a dépouillé les stories de Manon d'un seul coup. Et donc on s'est dit, tiens, à mon avis, elle regarde un petit peu ce qu'il en est. Ça trompe pas quand même, ça, Joe, tu vois. Tu vois, sais comme qu'il y a quoi quelque chose, quoi. Tu peux avoir des petits indices comme ça. Elle n'a pas pris un compte piraté, elle n'a pas pris un compte d'un copain à elle, elle a pris le sien, elle est allée voir les stories de Manon, et puis on a eu cette confirmation 2 ou 3 semaines après. Vous vous êtes parlé? Non. Pas eu d'échange en DM, des saluts, Rien. ça va? Non. Rien du tout. Elle est occupée à faire son jardinage et sa musique, Rose, pour l'instant. Il faut quand même le dire, c'est un très gros combat. Est-ce que c'est comment vous l'abordez d'un point de vue technique? Moi, je voulais pas me mettre dessus à 100% avant d'avoir la confirmation. Je voulais, franchement, c'est bête, hein, mais j'avais peur que ça porte la guigne, parce que je trouvais très intéressant ce combat pour Manon. C'est vraiment la première fois qu'elle va prendre une strikeuse à 100%. Kathleen Chouinard, c'est une très grosse strikeuse. Il ne faut pas du tout minimiser ses Et pertes. Rose, c'est Mais au-dessus quand même. voilà, elle a accompli plus. Elle, c'est une strikeuse qui est capable de mettre fin au combat aussi, Rose, alors que Kathleen n'a jamais mis un KO de sa vie. Donc maintenant, je vais commencer à bien regarder. Il y a une source d'information qui est magnifique, c'est le synchrone qu'elle fait avec Welling, qui pour moi est très très disputé, mais on va vraiment beaucoup bosser dessus. Mais moi, je suis très confiant, je dis franchement. Il y a un petit abonnement Flow Grappling, elle a fait les derniers ADCC Open. Tout à fait. Je pense que tu peux voir. J'ai cru comprendre qu'elle s'était vraiment concentrée là-dessus sur les derniers mois. Ouais, écoute, il y avait déjà eu le combat contre Gillian Robertson aussi, Ouais. qui a eu lieu en tout début d'année, où elle faisait son comeback à 57 en grappling. Il n'y a pas beaucoup à étudier parce que ça a duré une 30, je crois, que ça s'est pas bien passé. Non. Elle a pris un arm drag et un Mataléon, je crois. Mais on va bosser dessus, on va bien regarder, il y a beaucoup de matière. Et pareil pour elle, gauchère, il n'y en a pas eu beaucoup. Ouais. Tu vois, ça, j'ai commencé à regarder. Par contre, elle n'a pas pris beaucoup de gauchère et pas pris beaucoup finalement de strikeuse pure. Donc, pour nous, c'est un gros combat, mais je pense que pour elle, c'est un très gros combat aussi. Tu sais, moi, ce qui m'excite un peu dans ce combat aussi, c'est un peu qu'on va. Tu sais, quand on t'aime beaucoup, pour nous, t'es le meilleur entraîneur français. Et bah, ça va aussi Aldric Cassata contre Trevor Whitman. Juste, je sais qu'il y a un coach de lutte C'est aussi qui vient intéressant. d'intégrer la team de Rose. Moi, en tout cas, je vais le bosser comme il faut. La dernière fois qu'on s'était parlé, c'était pour Kathleen. J'avais dit que j'allais regarder à peu près 75 heures de Kathleen. Ben là, on va faire 200 heures s'il le faut, mais je peux dire qu'il n'y a rien qui va m'échapper sur ses patterns et sur ce qu'elle fait. Et tu sais qu'on avait beau aimer le MMA, on respectait hein, d'avoir regardé 75 heures de Kathleen Choukayan là. Personnellement, moi, 5 minutes, c'est fini. C'était Non, c'est vrai que c'est un peu ennuyeux des fois avec Kathleen, mais Rose, Faut couper le son. Couper le son. Comme un match de tennis. Voilà. Mais là, j'ai commencé à regarder, il y a des trucs intéressants quand même. Ah, bien sûr. Ouais. Et on est d'accord quand même, je dis pas de bêtises, que le gabarit aussi, je pense que Rose n'a jamais affronté quelqu'un d'un gabarit comme Manon, et que par exemple son célèbre KO, son célèbre high kick sur Zhang Weili, il passe pas sur Manon. Enfin, il y a 10 cm, il faut aller chercher 10 cm plus. En tout cas, il faut aller chercher 10 cm plus haut. C'est C'est pas ça que je le veux même dire. poids, c'est pas le même gab. Des filles d'1m70, il y en a 0 en strawweight. Ça, c'est une certitude. Par contre, je crois que la plus grande des strawweight, elle va faire 65 ou 66. Donc, et clairement, c'est pas le. Je pense que la montée de poids qu'elle fait, elle n'est pas aussi calculée et prédéfinie que celle de John Jones. Tu décides pas de. Parce que, bon, c'est vrai que de 93 à 120, il y a un gros gap pour parler des poids lourds. Mais 52-57, c'est une montée de poids de 5 kilos. Je pense qu'il faut plus de quelques mois pour la faire. Bien sûr, ouais. Donc, on peut dire que sur ce combat-là, maintenant, elle aura l'avantage du gabarit. Et comme ça, presque sans réfléchir,
stylistiquement, tu préférais ce match-up-là ou t'aurais préféré Blanchfield? Pour le défi un peu aussi au sol, Blanchfield, on sait qu'elle est très, très forte au Moi, sol. je voulais montrer que Manon, elle a un très très gros niveau. Franchement, voilà, je vous donne un deuxième scoop. Je pense que Manon, elle va prendre sa black belt dans l'année. Carrément. Ouais, les gens ils disent ouais, c'est une strikeuse. Pas du tout. Elle s'est grindée. En cash control, elle est très avancée. Et ça vient même pas de moi parce que moi, j'ai donné sa ceinture bleue. Et j'ai plus jamais donné une ceinture parce que je voulais pas qu'il y ait conflit d'intérêt, quelque chose comme ça, tu vois. Et là, c'est Jean-Robert Monnier, qui est donc 3e degré black belt, qui m'a dit Aldric, je pense qu'il est temps. Écoute, c'est toi qui verras. Si pendant la prépa, avant la prépa, après le combat, tu veux, mais on parle de ça dès à présent. Donc, Manon, elle a un très gros niveau de sol. Et pourquoi pas même faire des compètes de grappling par la suite pour montrer ça au grand public, quoi. Et la dernière question autour de ça, mais je crois savoir, tu m'arrêtes si on peut pas en parler, tu me dis, mais qu'il y a un nouveau contrat aussi. Avec ce... Je peux pas rentrer dans le détail, Non, mais voilà, oui, mais il y a un nouveau contrat et à long terme. Et il y a un long terme contrat, puisque c'est un 8 deal fight. Ça prouve que l'UFC la confiance, la confiance qu'a mis l'UFC sur l'avenir. Je pense qu'ils ont envie d'investir sur elle et qu'ils la voient potentiellement championne, puisqu'il y a des championship clauses dans le contrat. C'est à court terme, mais c'est pas à court terme, mais c'est à moyen voire long terme. Voilà, c'est au moins 3 ans, je pense, 8 combats. Et moi, je l'avais dit l'autre fois sur notre chaîne Twitch quand on parlait un peu de tout ça, mais il se fera contre Blanchfield. Blanchfield aura pris la ceinture des 135, Manon celle des 125. Elles vont s'affronter, je pense. Champ contre champ. Tôt ou tard, des filles comme Santos, Blanchfield et même celle qui perdra entre Shevchenko, elles vont s'affronter, c'est sûr. Je pense qu'il y a un bel avenir pour cette KT et que il va y avoir de beaux combats en perspective. Il y a un combat qui me fait saliver, ça serait Manon contre Grasso. Parce que je pense que debout, ça peut être je l'aimerais beaucoup celui-là aussi. Ouais. Je l'aimerais beaucoup. Et puis pour finir, en fait, tu as raison tout à l'heure aussi, ce serait quand même mérité parce que tu le disais Manon après Choukagian, s'il n'y a pas cette blessure, il y a quand même une grande chance que s'il n'y a pas cette blessure, il y ait le même soir, puisque c'était le soir de Grasso Shevchenko, il y aurait eu Cyril Gane contre John Jones. C'est ça. Et Shevchenko contre Manon Fiorot, sans doute le même soir début mars. Historiquement, ça aurait pu faire ça aurait été complètement incroyable. Ouais. Le destin, c'est le destin. C'est comme ça que ça s'est passé. Et du coup, elle a rattrapé son genou gauche également. Donc, je pense que moi, je vois son apprentissage technique pendant la blessure. Elle a regardé des vidéos de cage control. Elle a regardé énormément de trucs. Là, je vois que son cerveau, il fuse. Il est en ébullition. Moi, je pense que c'est plutôt de bon augure. Ce qui s'est passé, ça lui a fait une petite pause dans sa carrière. Ça faisait 6 ans qu'on arrachait matin et soir. Je le vois plutôt bien. Après, c'est vrai qu'elle aurait pu être championne au moment où on se parle. Elle la pause mentale, quoi, qui fait du bien. Mais je pense qu'elle a fait du bien, cette pause. Bon, on va passer à toi, parce que c'est aussi ton cas qui nous intéresse, Aldric. C'est pour ça qu'on te reçoit tout seul et non avec Manon. Je voulais d'abord commencer par, souvent, quand on reçoit les coachs, qu'on a reçu Hatch, qu'on a reçu Fernand Lopez il y a longtemps, quand on avait fait ce genre d'émission-là. Déjà, ton parcours, Aldric. Comment tu arrives au sport de combat? Est-ce que tu peux nous raconter la genèse de Aldric dans le monde du MMA? Ouais, rapidement, j'ai démarré super jeune, à l'âge de 5 ans, je faisais du karaté tradi, ce qu'on appelle le Shotokan. J'ai dû mettre ça entre parenthèses parce que je me suis consacré au football. Parce que, mon père il kiffait ça, et 2, ça marchait plutôt bien. J'ai intégré un centre de formation. Mais c'est des expériences qui m'ont servi quand même. Les croisés, tu connais? Non, il n'y a pas eu de croisés. T'es où? À l'OGC Nice. À l'OGC Nice. Et non, il n'y a pas eu de croisés. Il y a eu vraiment. Moi, quand je fais du sport, j'ai besoin de flirter avec les meilleurs, le sommet. Et au football, j'aurais été, je pense, un bon joueur de national ou 2e division. Karaté plus OGC Nice, c'était Cyril Roll ton joueur préféré, non? Un arrière-gauche de renom, si je dis pas de bêtises, non? Ah bah bien sûr, ouais. Le plus violent des années. Qu'a fait quoi? Qu'a fait Bastia, qu'a fait Nice, Marseille. Ouais, c'est ça. Marseille. Non, c'est une légende. Alors, tiens, si on doit parler de joueur préféré, qui je dirais? C'est une bonne question. Je pense Fabien Barthès. Je pense Fabien Barthès, si je vais parler de joueur préféré. Et donc, voilà, il n'y a pas eu de croisée, il n'y a pas eu de blessure, il y a juste eu un sentiment de ne pas pouvoir performer à très très haut niveau. Et puis, j'avais plus envie après. Tu sais, quand tu commences jeune, après, tu n'as pas forcément envie d'aller jouer au grand détriment de mon père, tu n'as pas forcément envie d'aller jouer après en National 2, un truc comme ça. Et ça peut être très galère. Ouais, puis tu sais, les transferts, les clubs, aller partir, quitter sa famille, partir à l'étranger ou dans des villes un peu paumées. Non, ça ne me passionnait pas. Et j'avais envie de revenir au sport de combat, chose que j'ai fait vers 17-18 ans, en reprenant par le Kempo au début. Mais en fait, vraiment, je précise parce qu'il n'y a pas de sport. Il y avait une intention de faire du MMA. Et comme en France, il n'y a rien qui existait, je parle de 2003-2004, tu vois. Hatch n'avait pas fait ses premiers galas. Il n'y avait pas grand-chose en France. Et il y avait le Kempo, le Shidokan, qui avait un peu avec des formes de lutte et de sol. Et je me suis
d'abord dirigé vers ça parce que il y avait j'avais découvert les premières vidéos de l'UFC et il y avait un peu ce kiff total de dire mais c'est quoi ce sport de dingue qui m'intéresse de fou, je veux faire ça. Chose que j'ai pu faire par la suite. Mais ouais, au début, Kempo, Shidokan, je trouvais ça intéressant. Il y avait ces tridimensions, il y avait de la percussion, de la lutte, du sol. Donc j'ai repris par ça directement. Et comment tu arrives à faire cette transi vers ce qu'on connaît comme le pur MMA? C'est une époque un peu spéciale, tu vois, où il n'y a pas d'amateurs, il n'y a rien en France à part un petit peu de pancrace. Et en fait, je me suis fait mon CV un petit peu vidéo, entre guillemets, avec des combats de Kempo, de boxe thaï, un petit peu de jiu-jitsu brésilien aussi. Puis un jour, j'ai réussi à trouver un promoteur qui m'a pris en short notice. Et la carrière a démarré comme ça, en fait. Ok, donc on rappelle, c'était un des pionniers. Tu as fait des combats de MMA quand il n'y avait pas beaucoup de gens en France. Combat pro, je crois que c'est en 2005 ou en 2006. Ouais. Combien de combats pro que tu nous rappelles? Une vingtaine. Une vingtaine. T'as des regrets sur la carrière de combattant? Non, parce que il faut recontextualiser. Il n'y avait pas la performance. Tu vois, je parlais de Jean-Robert Monnier, on faisait les portes de boîte de nuit ensemble, puis on partait le jeudi soir pour aller se taper le samedi. Tu vois, donc t'étais pas chez toi. L'arbitrage, ça laissait vraiment à désirer parce que t'allais dans la promotion. Ce qu'on fait aujourd'hui en France, ça c'était les Anglais, ils le font, ou les Suédois, ils le font depuis 20 ans. Ils faisaient monter leur bonhomme en appelant des Français ou des Belges ou ce que tu veux. Donc à la décision, t'étais pas gâté. On préparait pas ça de façon très professionnelle parce qu'on avait tous une vie active à côté. Donc non, j'aurais bien aimé tomber sur un mec un peu comme moi qui m'aurait pris en charge et qui fait travailler différemment. Si je dois avoir un regret, c'était celui-là. Allez. Mais le sous-entendu... vas-y, Joe. Non, vas-y. C'était le sous-entendu de ma question, c'est quand tu vois la scène française depuis 3 ans et la légalisation, t'es un peu de cette gênée qui se dit « je suis quand même né trop tôt ». Ouais, j'aurais bien aimé quand même voir toute cette... Et puis tu sais, même c'est le parcours des gars, c'est-à-dire qu'aujourd'hui... tu peux ne pas sortir de France et signer à l'UFC. Regarde ce qui s'est fait. À moins de 10 combats, tu peux être à l'UFC. Tu peux gagner ta vie assez rapidement. Mais William Gomis, quel exemple. Tu vois, ouais. Donc il y a ce petit regret-là de dire, vas-y, j'aurais pu peut-être faire quelque chose de mieux et différemment. T'étais quel genre de combattant? J'étais pas foutu d'appliquer un game plan et plutôt agressif. Ok. J'aime cette honnêteté. D'ailleurs, Joe, pour le coup, je sais que tu as tourné avec Aldric au sol. Ouais. Il a de beaux restes, malgré que la quarantaine est déjà passée. On est d'accord? Ouais. Clairement, ouais. Puis il est bien lourd et tout. Et puis il a été gentil. Tu confirmes, Aldric? Non, très fort. Franchement, je le redis, je l'ai dit en off à Joe, mais pour un mec qui pratique depuis 3-4 ans, c'est une bombe. Il est super fort, les gars, sur les réseaux sociaux. Ceux qui veulent des fois dire du mal, faites ce qu'il fait déjà en 3-4 ans, avoir ce niveau-là au sol. Et après, on reparle un petit peu de vos desiderata. Mais vraiment, ouais, pas mal du tout. Tu sais, on en parle souvent tous. On devrait arrêter de regarder ce qui se dit sur les réseaux. Non, c'est rigolo. On se prend la tête pour rien. Aldric aime bien aussi regarder et répondre à Mais moi, écoute, impulsif sur les premières réponses. Je te jure, j'accepte la critique vraiment. Par contre, les gars qui se permettent des familiarités, qui sont limite irrespectueux, je prends 10 minutes de mon temps et puis je leur mets un petit clash parce que ça mérite. Retour de réalité un peu. Ouais, je pense qu'il faut pas non plus. Mike Tyson a résumé ça assez bien. J'ai bien aimé ce qu'il avait dit lors d'une interview, mais voilà, tu peux. La critique, elle est constructive et on la lit. Et moi, elle me fait plaisir. Par contre, l'irrespect, sur le truc, je pense qu'il faut pas oublier qu'il y a une vraie vie à part les réseaux sociaux quand même. Pour ceux qui la connaissent pas, celle de Mike Tyson, c'est en gros, les réseaux sociaux vous ont fait oublier que vous pouviez subir les conséquences de vos insultes dans la vraie vie. Voilà, c'est dit un peu plus joliment que ce qu'il avait dit lui. Ouais, et comment tu passes en coach en fait? Qu'est-ce qui fait la notion de devenir... À quel moment il y a ce switch et de se dire mon avenir c'est celui-là, et parce qu'il y a plein de combattants qui arrêtent leur carrière de combattant, qui font totalement autre chose, qui arrêtent, tu vois. Mais vraiment c'est une question de rencontre en fait. On est en 2010, je rentre un petit peu en France parce que c'est la fin de mon visa aux États-Unis. Je sais pas trop ce que je vais faire. J'avais dit à l'époque à Marc Fiore qui était au Hit Squad, au Hughes Intensive Training à Granite City, c'est juste à côté de Saint-Louis, que je revenais dans quelques mois. Puis j'avais déjà fait le Japon, le Brésil. Je commençais à avoir déjà une idée de ce que je voulais faire en termes d'entraînement. Et puis voilà, j'ai essayé comme ça en disant écoute, si ça marche pas, on fait cette saison, je repars à l'étranger après. Puis quand tu rencontres des jeunes comme Thibaut Colleuil, Miguel Haro, Eddy Missouri, Jérôme Vollerin, ça a commencé à bien tourner. Puis je me suis dit vas-y, j'essaye, on verra au bout d'un an. Puis regarde, ça fait depuis 2011, on est en 2023, ça fait 12 ans que j'essaye. Joe, si tu en as d'autres sur le parcours. Comment ça c'était les débuts parce que ça se faisait comment, dans une petite salle municipale ou tu as tout de suite trouvé un local? Alors, on a fait 1 an et demi dans une petite salle, c'était pas municipale, mais une salle où on faisait de la coloc avec d'autres assos,
qui est un Ok. club de boxe thaï et un autre club de karaté. Et rapidement, on a réussi à trouver une salle. Enfin, après, je dis rapidement, on a eu aucune aide. J'ai mis mes deniers à moi, j'ai vendu le 4x4 et on a investi dans une salle privée à nous rapidement quand même. Je crois on a ouvert en 2011 et en 2013, on était dans notre salle privée à nous, une centaine de mètres au-dessus de la salle où on était en coloc. Aujourd'hui, je le disais dans l'intro, hein, donc le Boxing Squad, c'est une équipe limitée, mais où les talents sont là. On peut citer Manon Fiorot, Axel Sola, Virgil Hogan. On peut citer du Sofiane Boukichou. Tu citais Miguel Haro. Il y en a quelques autres. C'est une volonté de rester en cercle restreint pour pouvoir avoir moins d'athlètes, mais mieux s'en occuper. Il y a une philosophie derrière l'idée de rester en petit comité, entre guillemets. Ouais, en fait, bon, là, il y a Jean-Marc Toesca qui est l'entraîneur d'Assanendam et Samuel Monin qui viennent de rejoindre l'équipe. Donc, on va peut-être pouvoir s'ouvrir un peu plus, mais pour le moment. Samuel Monin pour le sol, hein, super acquisition. Ouais. Et en fait, pour le moment, sur les cours pro du matin et de l'après-midi, des fois, il y a 15 personnes sur le tapis. Tu vois, si tu prends les mecs que tu as cités précédemment, plus Ilyes Giroun, plus les prospects comme les frères Muris, Kalim Mastour et tout, des fois il y a 15 personnes sur le tapis. Et je pense que c'est ma limite d'investissement. Regarde, là, ce nombre-là, il me chagrine un peu, puisque au moment où on se parle, il va y avoir un Ares et je suis là pour coacher mes deux gars, mais Elias Giroun, il est tout seul. Et ça me chagrine un peu, tu vois, parce qu'on a fait un très gros travail de réathlé, il a eu la même blessure que Manon. Et ça, c'est la conséquence d'avoir une dizaine d'athlètes, c'est que tu peux pas être là tout le temps. Ouais, dès que tu dépasses ce genre de cap, c'est difficile de s'occuper bien de tout le monde. Tant qu'on a dans cette organisation, je ne prendrai pas beaucoup plus de personnes. Il y aura peut-être une ou deux recrues mercato qu'on annoncera sur RMC en premier qui, je pense, feront parler un petit peu. Mais pour le moment, on reste comme ça. Je ne veux pas me perdre. En termes d'investissement et de préparation, même 15, c'est pas difficile pour toi de tout préparer? C'est toute la journée. Ouais. Mais après, moi je suis content, ça me fait progresser, tu vois. Ouais. C'est-à-dire que moi je passe ma journée. On parlait souvent, et je vous remercie vraiment pour le coach de l'année. Comme je disais, chacun son truc. Moi je suis sur le tapis toute la journée. Quand je ne sais pas pour m'entraîner, c'est pour coacher mes gars, c'est pour préparer les séances. Et si je suis à la maison, je regarde des combats. Donc je pense que c'est beaucoup de travail. Mais moi j'aime ça. À la base, c'est une passion. Est-ce que c'est viable sur le long terme? On verra. T'as pas besoin de, tu vois, même si vous restez limité à une douzaine de combattants pro, tu vas arriver à gérer tout ça? Si j'arrive à m'encadrer, il me faudra encore une personne. J'espère vraiment. D'ailleurs, je profite du podcast pour faire un petit clin d'œil à Samuel Benzazon qui m'ouvre sur ce que moi je sais pas faire. Moi, je sais pas me vendre. Je sais pas parler à de sponsors. À partir de là, si on arrive à étoffer un petit peu le staff d'une personne, je pense qu'on pourra essayer d'avoir une attention particulière à chacun, mais de prendre un peu plus de personnes. Mais aujourd'hui, c'est le max, on ne peut pas faire plus. Est-ce que tu ressens le fait que pour beaucoup de combattants pros qui sont déjà dans d'autres teams, qui viennent te voir, qu'ils se disent, est-ce que tu vois, as cette impression que les gens veulent venir chez toi? Parce que nous, c'est les échos qu'on a, tu vois. Il y a beaucoup de combattants qui sont déjà avec des grosses teams, etc. Et ils nous disent, j'aimerais bien aller à Nice, m'entraîner avec Aldric. Mais là, on commence à voir. Bien passé. On commence à avoir des demandes. Après, moi, je donne de mon temps. Voilà, c'est-à-dire que le mec qui fait l'effort de venir, on va trouver un truc pour qu'il ait au moins un entraînement personnalisé, que je puisse travailler avec lui. Regardez, moi, j'aime beaucoup ça en plus, tu vois. J'aime le côté lutte enchaînée, le chain wrestling, le grappe, j'aime beaucoup aussi. Les déplacements, on y attache une importance très particulière à la boxe anglaise aussi. Donc, pour le moment, je pense que cette structure, elle est bien comme ça. Après, si on arrive à l'étoffer d'une ou deux personnes, on pourra peut-être franchir le cap des 20-25 athlètes, mais là, ouais, on est max là. Donc, sur tout ce que tu citais, je sais qu'avec Joe, on adore ton idée de mettre des ceintures pour le cage control. Ou de grader le cage control. On adore ça. Moi, souvent, les gars, ils disent, on prend des raccourcis. On dit, ouais, c'est 3 sports, c'est le pied-point, la lutte et le grappe. Mais non, pas du tout. Je veux dire, le grappling, c'est le grappling. En général, quand tu fais du grappe, tu cherches pas à te remettre debout. C'est une discipline à part de scrambler. Et c'est comme le grappe ou la lutte, ça se fait sur un tapis, il n'y a pas de mur. Donc, lutter contre la cage, frapper contre la cage aussi. En fait, la cage, c'est un sport à part. C'est une dimension à part où tu peux boxer, où tu peux envoyer des coups de coude un peu sale. Et qui n'existe dans aucun autre sport de combat, puisque même dans les rings, c'est pas du tout la même discipline à part. Appréhension. Et il faut la travailler comme telle. C'est pour ça que elle fait l'objet de 2 à 3 entraînements par semaine uniquement là-dessus. Parce que selon les KT de poids en MMA, c'est entre 25 et 50% du temps de combat qui se passe contre une cage. Donc c'est une discipline à part, il faut la travailler comme il se doit. Et pour rebondir sur ce que posait Joe, c'est quand que tu as eu des dernières vacances, Aldric Cassata?
C'est, je sais pas, 4 ans, 5 ans, peut-être quelque chose comme ça. Je devinais un peu ça, ouais. Donc on sent que le boulot est fort. Et par rapport à tous les noms que tu citais, tu as cité aussi des petits jeunes, les frères Théo et Thomas Meurice, Kalim. Non, je voulais que tu me parles un peu parce que c'est apparemment un gros talent du sol qui vient d'arriver chez toi. S'ouvrir à ces jeunes qui arrivent, donc qui ont encore toute leur carrière devant, ça te met une perspective très loin. Est-ce que c'est, je sais que tu vois où je veux revenir, est-ce que tu t'engages pour eux à long terme jusqu'à bout de leur carrière, ou est-ce que dans ta tête, tu as déjà toi à un moment, je vais arrêter le coaching, je sais pas, à 50 ans, à quelque chose, parce que ça me prend tellement et c'est tellement prenant en énergie qu'à un moment, il faut que j'arrête, quoi, pour moi. Je me suis pas encore posé la question vraiment, mais ce que je sais, c'est que je pourrais pas le faire super longtemps encore, tu vois, parce que c'est prenant. Quand tu vis avec des gens et que tu les vois toute la semaine, 2 fois par jour, il y a un côté un peu anxiogène aussi quand ils vont combattre, tu vois, il y a un côté, le seul truc qui me dérange là-dedans, c'est qu'il y a beaucoup d'émotions, tu vois, dans tout là, parce que la plupart des athlètes avec qui je bosse, ça fait 6 ans, 7 ans, 10 ans pour certains qui sont avec moi, mais pour l'instant, après, on sait jamais de quoi demain est fait, peut-être que certains de mon équipe partiront ailleurs, tu sais, je prends au jour le jour, je les vois progresser, je les vois s'épanouir, et ça me fait très plaisir, et après on verra le jour où j'arriverai plus, peut-être que j'arriverai plus. Mais moi, j'ai l'impression que le chemin vous prenez un autre chemin parce qu'avec le développement du sport en France, écoute, si j'étais un combattant prospect, que j'avais une vingtaine d'années et que je voulais vraiment me lancer, je resterais pas en région parisienne. Je viendrais à Nice parce que t'as le cadre de vie qui est idéal, t'as le soleil, t'as la mer, t'as une bonne team. Tu vois ce que je veux dire? J'ai l'impression que au fur et à mesure, ça risque de plus en plus grossir et tu vois, tu risques de te retrouver coincé. Comme pour d'autres salles du sud de la France d'ailleurs. Exactement. Parce que tu as raison, les conditions de vie aussi sont meilleures. Après, c'est vrai que c'est sympa. Nice, c'est frontalier avec l'Italie. Il y a un climat qui est sympa. Il y a un côté moins stressant qu'à Paris avec les embouteillages. Moi, ça me rend fou à chaque fois que je viens. Je suis toujours ravi de venir, mais quand tu vois la dimension que prennent les déplacements, ce genre de trucs, c'est compliqué. Et c'est pour ça que j'essaye de développer. On s'est habitué à du n'importe quoi, je te le confirme, mais on est habitué à ça et c'est vrai que c'est n'importe quoi. Non, mais souvent. tu sais, toi, tu t'habitues à ça, mais la vie d'un sportif, elle doit être quand même plus zen. Et c'est vrai que Paris s'y porte peut-être pas forcément bien. Après, je te dis, moi, je vais faire de mon mieux pour essayer et j'espère que l'UFC de Paris va ouvrir encore des perspectives de sponsoring et de collaboration avec des boîtes, parce que je pense qu'il y a de belles choses à faire aussi sur Nice, et pourquoi pas devenir un petit peu une plaque un peu tournante de l'entraînement, que ce soit en grappling d'ailleurs ou en MMA en Europe. Mais on y va step by step, on va déjà essayer de conforter notre position. Puis on verra par la suite. C'est quoi l'accomplissement ultime? Ça serait quand Manon prend la ceinture ou qu'il y a un UFC à Nice? Franchement, moi je le vois même pas comme ça. Moi je pense que 3-4 athlètes à l'UFC déjà, par rapport à l'investissement de travail, ce serait mérité, tu vois. Déjà, j'ai dû faire mon deuil pour des raisons politiques de Mehdi Dakaev. Alors, je rassure ceux qui nous écoutent, il n'est pas mort, Mehdi, tout va bien, il vient de gagner au ICA, mais on sait que pour l'instant, compte tenu du contexte géopolitique, on ne pourra pas signer à l'UFC, bien qu'il le méritait largement et que ça aurait dû être le 2e athlète du club à l'UFC. Question de visa, hein, donc ouais, on est d'accord. Et qui va toucher, c'est pas le sujet de l'émission, beaucoup de combattants tchétchènes dans les mois à venir, qui les touchent déjà d'ailleurs. C'est ça. Et du coup, il faut s'habituer à ça. Bon, c'est pas grave, il préparera le tournoi du ACA, mais voilà, je pense que là où tu vois qu'un club est solide, c'est quand il commence à y avoir plusieurs de ses représentants dans la Big League, et l'objectif, c'est ça, ouais. Je le disais dans l'intro, tu es manager aussi, via Résilience Sport Management. Ouais. C'est quelque chose sur lequel tu as envie de te recentrer, peut-être plus tard, parce que c'est moins prenant en énergie, tu vois, qu'être coach. T'as moins le côté affect, t'as le côté pression, mais t'as pas le côté affect, donc j'aime beaucoup. Et à la base, je l'avais fait parce que je pense que l'un ne va pas sans l'autre. Après, petit à petit, je me suis ouvert avec des athlètes, comme quand on a récupéré Ilyes, il était encore sous contrat avec la BTT, donc moi, à la base, je suis entraîneur. Mais à la base, je l'ai fait parce que je pense que c'est compliqué de gérer une carrière si t'es pas vraiment le faiseur et l'entraîneur. C'est-à-dire que le début de carrière, le manager, il y a certains managers qui vont voir des raccourcis de carrière, des trucs comme ça. Et si tu n'y adhères pas à 100%, c'est compliqué Je pense qu'au début, c'est impossible que ce soit pas l'entraîneur qui manage. Oui, bien et sûr. après, en tout cas, par la suite, à voir en fonction de l'évolution. C'est intéressant parce que par rapport à un débat qu'on a déjà eu, Joe, souviens-toi, c'est une question qu'on a posée et à Hatch et à Fernand Lopez. On avait posé sur le côté qui sont managers, entraîneurs aussi. Et moi, c'est une question que je voulais te poser, qui était dans mon producteur. Il nous a clairement dit que pour lui, il n'était plus entraîneur. Voilà, exactement. Et moi, c'est la question que je voulais poser, que j'avais déjà posée aux deux, c'est est-ce que toi, tu penses qu'à terme, il faudra que
que toutes ces occupations soient séparées, notamment pour des choses de conflit d'intérêts. Dans le milieu du MMA est en train de grandir, donc ça C'était structure. surtout le conflit d'intérêt entre organisateurs, managers. Aussi, puisque c'était le cas et pour Hatch et pour Fernand pour le coup. Mais tu vois ce que est-ce que toi tu penses, parce que c'est très intéressant ce que tu dis sur un début de carrière où je t'entends totalement sur le fait qu'être manager et coach en même temps, c'est hyper bénéfique pour le fighter. Est-ce que tu penses qu'à terme il faut que ça se sépare par contre? Ouais, parce que en fait, tu peux pas tout faire. Moi, je le fais pour faire pousser la carrière correctement comme je pense qu'elle doit être faite. Après, j'ai pas le temps matériel d'aller m'intéresser à des petits sponsoring, des choses comme ça. Donc, et un agent qui est à temps plein, c'est ça son travail. Ouais. Donc oui, je pense qu'à terme, clairement, il faut pas faire les deux. C'est juste que pour l'instant, notre sport se structure. Je pense pas qu'il y a de réel conflit d'intérêts entre entraîner et manager. Non, Je pense juste que c'est t'as raison, c'est parce qu'il y a l'organisation derrière aussi. C'est vrai que si tu es organisateur, c'est plus délicat. Même si je trouve que aussi bien Hatch que Fernand le font très bien, il y a tout à fait. Regarde, il n'y a pas 100% de victoire de leurs gars dans leurs événements. Non, mais pour l'attribution des bonus, ce genre de choses, tu peux pas empêcher les gens de se dire c'est bizarre. En fait, Même c'est s'il y a ça rien de le bizarre, problème, c'est ce qu'on tu dit. vois, C'est c'est la souvent. perception des gens. Même si rien n'a été fait bizarrement, non, mais de toute ça façon, n'empêche pas les gens regarde, d'y penser. Moi, mon modèle, comme on le disait en début de podcast, ça a toujours été le football. Et aujourd'hui, au football, il y a l'agent, diplômé d'État, et puis il y a l'entraîneur, et puis il y a même des mecs qui s'occupent que des sponsoring à part de l'agent qui vont faire. Donc, à terme, si on veut que le sport continue à être mainstream et continue à grossir, il faut que chaque rôle soit dissocié. Mais c'est sûr et certain. comme pour toutes les grandes stars de ce sport, au final, c'est toujours le duo entraîneur-combattant qui choisissent quel combat ils veulent pour progresser. Et le manager, son rôle, ça doit pas être de conseiller, mais juste de faire en sorte que le combat ait lieu. Au final, c'est ça. tu vois. Et le problème, c'est que j'ai l'impression qu'en France, il y a beaucoup de managers qui, en plus, veulent jouer au matchmaker. Alors que c'est pas forcément le rôle, tu vois. Il y a beaucoup. En fait, il faut C'est rester une à sa partie place. du rôle normalement, mais Non, c'est le rôle de l'entraîneur. Normalement, celui qui décide, c'est l'entraîneur. Ouais, tu vois, ouais, et le oui, staff ça- en général. Après, comme c'est pas un travail qui est très défini pour le moment, il n'y a pas Bien de sûr, précédent, il n'y a pas d'examen, tu vois, alors que dans tous les autres sports qu'on a cités, il y a des diplômes à avoir. Ben, pour l'instant, je pense qu'on navigue pas à vue, mais c'est pas encore très bien établi. Mais normalement, le manager, il est là d'un côté C'est d'un un point de vrai vue travail. juridique, voire même Exactement. fiscal. Tu vois, Exactement. il est là pour la récupération des taxes derrière quand tu combats à l'étranger. Le matchmaking, à la limite, regarde à l'UFC, il Ouais, devient t'as raison. automatique. Tu le Ouais, négocies à peine, quoi. ce serait plus proche presque d'un avocat en Ouais, fait, le rôle c'est du ça. manager. ouais. Très clairement. Là, j'ai vu une interview de Tim Simpson. C'est un mec qui manage beaucoup de grandes stars de l'UFC, là, Adesanya, Volkanovski, Max Holloway. Il était dans la boîte de Conor, la Paradigme, et puis il s'est barré, il a fait son propre business. Il expliquait qu'en fait, son rôle, c'était aux 3/4, c'était pas les paillettes, mais c'était les contrats, les impôts, les taxes à payer, Oui. le juridique. Et moi, je fais ce petit aparté parce que avec tous les combattants avec qui on est en contact, tu sais, pour venir à l'émission, souvent, on a affaire à des managers. Mais c'est pas des managers, c'est juste leurs potes qui font deux posts Instagram. Et ça, moi, je trouve que c'est problématique. Et on va pas dire qui, mais on connaît des combattants qui sont dans des situations compliquées contractuellement parce qu'ils n'ont pas su s'entourer avec des gens compétents, avec des vrais managers. C'est le besoin de structuration dont on parlait aussi. Après, je dis pas qu'il faut enfoncer tout le monde, mais le combattant qui a envie de se prendre en main très sérieusement, une consultation chez un avocat, ça vaut 150 €. Donc, quand tu as un contrat, si c'est vraiment important, Bien sûr. tu vas, tu consultes. Aussi, il faut savoir se prendre en main aussi et pas signer n'importe quoi et avec n'importe qui. Mais là où je te rejoins à 1000%, c'est que le manager, normalement, il rentre pas dans le. C'est pas du community management que tu fais, Bien sûr, ouais. c'est du management. Tu es là. Même à l'UFC, le matchmaking, t'es proposé. Alors, tu peux dire oui ou tu peux dire non, mais c'est une partie infime du boulot. Bien sûr. Tu le fais 3 fois par an, ça dure une demi-journée. Par contre, la négociation d'un contrat, et il y a. Moi, plus Manon évolue à l'UFC, plus je me rends compte qu'il y a des sommes vraiment très différentes en fonction de certains managers. Quand je te dis ça, ça peut aller de. Je pense qu'il y a des combats qui ont le même enjeu financier où il y a des sommes de 50 voire 100 000 $ d'écart juste parce que le manager a dit oui trop vite et n'a pas négocié. Donc là, il y a une importance. De même que pour les taxes. Quand tu fais gagner 20% de taxes à ton gars, c'est un vrai travail Bien sûr. fiscaliste et c'est ça le boulot de l'agent et également de traiter avec des gros sponsors. Et ce genre de choses. Fiscaliste, faut passer le barreau et puis il faut se spécialiser pour devenir avocat fiscaliste. C'est un vrai travail. Hein. Non, mais c'est littéralement la définition de manager. En Bien fait, c'est sûr. œuvrer pour les intérêts ça, le boulot. de son client. Quand on voit cette casquette de manager que tu as, il y a un truc que tu as très bien fait, je trouve. C'est qu'en gros, on te voit dans les médias maintenant. Regarde, t'es avec nous. Tu fais beaucoup de vidéos avec Chris. T'es une voix qui commence à. Chris Gennard, sur la chaîne Fight Minds sur YouTube, on le rappelle. N'hésitez pas, c'est des bons contenus. Dans le paysage du MMA français. Mais on a quand même l'impression que tu te mets pas trop en avant.
Tu vois ce que je veux dire? Que tu as juste le bon équilibre. C'est difficile pour toi? C'est quelque chose auquel tu as réfléchi? Tu t'es dit: «Attention à pas me mettre trop en avant par rapport à mes combattants». Est-ce que tu y penses à ce genre Ouais, de moi, de c'est pour ça que problématique? j'insiste beaucoup pour que Manon elle fasse ses interviews en anglais aussi. Là, elle est en train de bosser dessus avec son coach. Moi, j'ai pas à être en avant, en fait. Tu vois, les analyses que je fais, c'est un plaisir, mais en tant qu'entraîneur ou manager, j'ai pas à être mis en avant. Je fais le truc et c'est les petits qui doivent briller et c'est pas moi. Tu vois, c'est eux qui doivent avoir des gros réseaux sociaux et des machins. Qu'est-ce que moi, je fais mon truc dans mon coin. Si après derrière, j'ai la reconnaissance de mes pairs, les gens qui disent que je suis un bon entraîneur, ça me fait plaisir, tu vois. Mais après, du grand public, j'ai pas à être connu. Je vois pas, j'ai rien à voir avec ça. Manon qui parle anglais, faudra que t'envoies les vidéos aux gens de la télé-réalité Alors, sud-africaine, ça va leur faire tout drôle, Écoute, ça. je te raconte une anecdote. On parlait de fighter. On a une combattante de Ares qui nous a rejoint qui s'appelle Manuela Marconetto. Et je suis content de faire ce challenge avec elle parce que je suis sûr que je peux lui apporter beaucoup et que ce sera une meilleure sparring pour Manon. Et je m'étais dit, ben super, et elles vont communiquer en anglais, ça va faire réviser Manon. Pas du tout, elles veulent parler en italien. Donc, je suis désolé de ces choses-là. Faut que tu forces. Le thème qu'on évoquait avant avec Joe, je le trouve intéressant aussi pour t'interroger sur toi qui étais combattant pro à une époque qui a voulu faire du MMA quand personne même savait ce que c'était que le MMA en France quasiment, qui a plus de 10 ans de coaching aujourd'hui du côté du boxing squat. Comment tu juges l'état du MMA français après 3 ans de légalisation? Nous, on dit souvent dernièrement que ça va plutôt vite et dans le bon sens. On est plutôt ravis de ce qui se passe. Par exemple, la scène amateur, on va le souligner ensuite derrière encore. Comment tu juges ça? Un tout petit peu plus rabat-joie. Je pense qu'on a trop laissé tomber les IMAF et les trucs comme ça. On n'est pas du tout représenté. Et ça, championnat donc amateur, européen, mondiaux, tout ça. Je pense que c'est une grosse bêtise qu'on fait et qu'on va le payer à très haut niveau. Si on change pas la barre très rapidement, on le paiera dans une dizaine d'années. Après, en ce qui concerne la scène amateur, j'aime beaucoup. Je vais juste être un peu mesuré. J'ai vu une quinzaine d'athlètes exceptionnels, mais est-ce qu'il y en a d'autres? Je pose ça comme ça, hein, c'est une question. Hein. Moi, est-ce qu'on voit pas seulement la crème et qu'on se dit c'est top? Quand je vois les mecs de old school, les mecs qui sont à l'AEF et même au gala de la sueur, c'était pas mal, tu vois. Mais déjà, tu vois, franchement, je me pose la question, je me dis attention, est-ce que on est suffisamment investi dans l'amateur? Est-ce qu'on passe pas trop vite? Et en tout cas, est-ce qu'on a tort de laisser tomber les IMAF et les championnats d'Europe et tout? Oui, ça c'est une bêtise. Par exemple, toi, pour les frères Muris, c'est quoi le plan idéal que tu aurais dans ta tête avant qu'il passe pro? Thomas, il lui faut encore Rappelle son âge. Thomas a 21 ans et Théo a 18. Thomas, il lui faut encore 1 an et demi. Parce que je trouve que c'est dans sa tête aussi, tu vois, mais il y a beaucoup de choses qui se passent positives là sur ces 2-3 derniers combats. Il commence à se rendre compte qu'il est là aussi il peut boxer, il prend confiance en sa lutte, qu'on a beaucoup travaillé sur la dernière année. Et Théo, il lui faut 2-3 ans aussi à Théo. C'est pour ça que je te dis la vérité. Moi, Théo, j'étais presque content. Alors, attends, il aurait gagné, j'étais satisfait contre Moslar Ibrahimov. Mais si à 18 ans, il bat le numéro 1 européen, on fait quoi derrière? C'était serré, hein? C'était très serré. Les bords de cage, c'était serré. Il est super fort, ce petit, mais je pense que pour lui, au moins, il a un truc à aller chercher derrière. Et sur les 2 prochaines années, ça va lui donner encore plus de volonté. Que si t'arrives et à ton 3e combat pro amateur, tu bats le numéro 1 européen, tu fais quoi après? Mais on en a un peu parlé, mais même pour tes gars en amateur, tu as un plan de carrière qui est préparé, c'est réfléchi, les combats qui sont acceptés sont réfléchis. Et surtout, tu ne veux pas te précipiter, c'est ça l'idée? Moi, tant qu'ils sont amateurs, les gros challenges ne me dérangent pas. S'ils ne mettent pas en danger l'intégrité physique, tu vois. On en parlait toi et moi quand il y avait eu le combat contre le frère d'Abdoul, Malik. Pardon d'avoir oublié son prénom. Et donc Théo qui prenait Ibrahimov. C'est des combats risqués. Tu m'as dit ils ont du courage, mais ils ne mettaient pas en danger leur intégrité physique. Preuve en est, regarde, un combat très serré et une victoire, c'était positif. Mais sur l'amateur, je pense qu'il ne faut pas trop faire attention, mais il faut qu'ils prennent de l'expérience. Et oui, après en pro, quand on voit aujourd'hui que tu es jugé sur tes 10 premiers combats et qu'il faut prendre ton argent là-dessus et orienter ta carrière sur ça, il ne faut absolument pas prendre de risques, il faut être très mesuré sur le début de carrière. Pour ça que c'est important de ne pas écouter un manager par Facebook qui va dire je t'ai trouvé un combat bien sûr. Et ce ne sera pas au bon poids, ce ne sera pas au bon moment. Il y a plein de paramètres et aujourd'hui, on ne peut plus se planter. Par contre, je le disais aussi, tu es ancien entraîneur de l'équipe de France amateur. Ouais. Tu avais pris la suite de Lionel Brézéfin, je dis pas de bêtises, 2017-2018. Exactement, 2 ans et demi, Cet ancien coach de l'équipe de France amateur qui avait Axel Sola, qui a été numéro 1 mondial pound for pound, toutes catégories confondues chez les amateurs, et champion d'Europe aussi, vice-champion du monde, je crois, si je dis pas de bêtises. Exact. Quand il voit tout ça, c'est-à-dire que la scène de l'AEF, où là, on vient de citer plein de combattants,
dont on attend les combats. Les Maurice contre Malik ou contre Ibrahimov, on attendait les combats. On a reçu Patrick Abiroa, le petit Belge, dernièrement. Il a la tête sur les épaules, il a la tête bien faite. Totalement, il est même très structuré pour un amateur. Son combat contre Théo Boudin en octobre, tout le monde l'attend, tout le monde a envie de le voir. Tu te dis, c'est quand même génial de voir ça. Et par exemple, un Axel, je pense qu'il aurait été beaucoup plus star s'il avait eu ce système-là chez les amateurs au lieu d'être... Franchement, personne suivait les combats d'Axel en fait à l'époque parce que tu pouvais même pas les voir. Regarde, si je te dis qu'en ce moment, sur la scène française, il y a plein d'anciens mecs de l'équipe de France IMAF qui sont mis en avant et c'était tellement peu suivi ou pas suivi du tout que personne ne sait. Je te cite 5 noms, on l'a vite fait. Axel, Virgile, Paulin Béguet, Title Shy, et je vais oublier son nom, c'est le petit jeune là qui a combattu au Canada et qui combat aussi à Bordeaux et même à GP. Il va me revenir le nom, c'est pas grave. Et donc des gens de partout en tout cas, parce que Paulin Béguet c'est ARS, enfin voilà, il y a des gens de partout. C'était aux IMAF, tu vois. Ouais. Donc il y a une belle culture. Je pense que c'est des jeunes qui sont allés avec leur propre denier au rassemblement, qui sont volontaires. Sauf que là, ce que je voulais Thomas dire, Glo, voilà, excusez-moi d'avoir oublié son prénom. Excuse-moi de te couper là, sauf que là, ce que je voulais dire, c'est que tous ces amateurs qu'on t'a cités, quand ils vont commencer pro, on les connaît tous. On a vu des combats qui nous ont hypés, ils ont déjà une longueur d'avance sur la popularité. Ils sont presque à 10K alors qu'ils n'ont même pas démarré en pro, donc ça va les aider beaucoup. Je pense que c'est très bon signe, mais je te dis, je mets juste le bémol de dire, c'est bien de faire l'AEF, mais les IMAF, et je pense qu'il y en a beaucoup aujourd'hui qui vont plus au rassemblement fait pour la Fédé, parce que on critique, mais le système qu'ils ont mis en place avec les championnats et tout, c'est pas bête du tout, Lionel et Johnny. Et vraiment... Johnny Frachet, Lionel Bressefin, ouais, et... Il faut insister pour qu'il les gars les fassent. C'est vrai qu'un gala, c'est toujours sympa, t'as tes copains dans la tribune. Et de l'argent. L'AEF, c'est défrayé, t'as ta musique d'entrée. Les IMAF, c'est combat tous les jours. Mais il faut le faire aussi parce que le haut niveau, c'est les IMAF. Puis combat tous les jours et faire le poids tous les jours. Professionnellement, faire les IMAF, c'est quand même, tu te mets une sacrée rigueur dans la tête directement quand même. T'avais le troisième dont je parlais tout à l'heure, je voulais que tu nous en dises un mot, Kalim. Alors Kalim, Mastouri, ouais, très gros palmarès. Qui vient du sol dessus, ouais. et donc qui va commencer, je dis pas de bêtises aussi, chez AEF, sa carrière amateur. Enfin, peut-être avant. Peut-être avant. Peut-être avant, parce que pareil, en amateur, je te dis, même s'il n'est pas encore... pour moi, son cash control, il a déjà évolué de fou. Il s'est accaparé le truc déjà. Ça vient d'où? Raconte-nous un peu qui c'est, juste pour dire. Écoute, un gamin qui a commencé... Alors, je suis pas sûr, mais je crois qu'il a commencé à l'âge de 5 ou 6 ans le jiu-jitsu et il en a 19. Ouais. Donc, tu vois un peu le... C'est une vraie black belt. C'est un mec qui a fait à peu près tout ce qu'il y avait moyen de faire en jiu-jitsu brésilien, les compètes, les Europes. Il est allé combattre au Brésil, il l'a fait à Abu Dhabi, il a fait énormément de compétitions, que ce soit en grappe ou en kim. Il est imprégné de cette culture et il apprend très très vite. Et ses qualités qui sont au sol, on a presque fait la même chose déjà en scramble et en cage control. C'est-à-dire qu'il apprend à une vitesse phénoménale. Il y a le pied-point, c'est un petit peu plus long parce qu'on sort un petit peu de la famille de l'appréhension, tu vois. Autant le cage control, c'est un peu la même chose dans l'effort musculaire. C'est ça. Là, au niveau de sa routine, ça ne change pas beaucoup. Le pied-point, c'est différent. Il faut habituer les yeux, prendre des coups dans la tête, c'est pas facile. Il aime prendre les coups? Franchement, il est volontaire. Okay. Parce que mettre les gants avec Virgil Hogan, c'est pas facile quand même. Oui. Et il le fait de bon cœur, sans rechigner. Je pense que 2-3 ans, et il va faire très mal en professionnel. Et puis ce qui est bien, c'est qu'il va pouvoir construire sa carrière en se faisant un peu connaître, parce qu'avec ces compètes amateurs là où on va mettre les noms, tu construis ton combattant tout en construisant sa popularité. Dans une team où il y a des gens qui peuvent le faire progresser en termes de sparring, et puis c'est quand même le plus important au final, quoi. C'est ce qui se passe tous les jours à la salle. Bien sûr, c'est grosse qualité. Tu les citais, un petit mot quand même sur Axel Sola, Virgil Hogan. On ment pas à nos auditeurs, au moment où on enregistre cette émission, ils ont un combat à Arès ce soir même, on enregistre ça le vendredi, donc on n'aura pas leurs résultats au moment de l'expliquer, mais jusqu'où tu les vois monter? C'est quand même deux gros potentiels. S'ils vont pas l'UFC tous les deux, j'aurais raté quelque chose. Clairement, faut pas avoir peur. Je pense qu'il faut pas avoir peur de ses ambitions. Axel, il a été numéro 1 mondial amateur, donc clairement, ça doit aller à l'UFC. Virgile, il a fait une carrière amateur un poil plus timide, mais parce qu'il y avait une transition qui était plus importante, compte tenu du fait qu'Axel, il fait du MMA depuis qu'il a 13 ans, et que Virgile, il a fait beaucoup de judo, il fallait transformer un peu son grappling, il fallait transformer plein de trucs. Mais aujourd'hui, il est mûr, et si les deux ils vont pas à l'UFC, c'est que j'ai mal fait quelque chose. À court terme, selon toi? Je pense que Paris 2024... ils peuvent être tous les deux sur la carte. Axel a un petit temps d'avance, non? Axel a un combat de plus, il a un poil plus de maturité. Aldric, Paris 2024, c'est des Jeux Olympiques. C'est les Jeux Olympiques ou c'est... UFC Paris 2024, je savais bien ce que tu voulais me dire. Axel peut aller jusqu'à où à l'UFC selon toi? Tu sais, c'est compliqué de voir ça parce que Manon, par exemple, alors moi je savais qu'il y avait un énorme potentiel, mais il fallait voir step by step parce que
là, déjà, tu vois, tous les deux, ce soir, on va avoir des informations sur la façon de gérer la pression. Ils sont sur une carte quand même où ils sont très attendus. Après, la gestion des émotions, c'est pareil, ça se travaille. Si ce soir, il y a un problème, c'est pas du tout pour ça que je vais me remettre en Non, question bien et sûr. dire, Bien moi, je suis persuadé que ce soir, ils font 2 verres et avec la manière, 2 victoires, sous-entendu. Mais après, il y a un combat où tu peux avoir une gestion des émotions plus difficile, tu peux passer à travers pour X ou Y raison, et c'est pas pour ça qu'il faut remettre en cause le choix de carrière. Mais clairement, je pense que aujourd'hui, Axel, il a un petit peu plus d'expérience parce qu'il a fait quand même 36 combats amateurs. Ouais. Et Virgile, il en a fait un petit peu moins d'une dizaine. Donc, il est un petit peu en avance, clairement, sur la façon d'appréhender une échéance de très haut niveau. Ouais. Après, il progresse aussi très, très vite, Virgile. Et aujourd'hui, je ne sais pas te dire où sont leurs limites. Ok. C'est Vraiment. quoi la vraie catégorie de poids de Axel? Écoute, Idéal. là, ça fait 2 fois qu'il fait 70 avec beaucoup de facilité. En fait, pour être sûr et certain que 70, il faudrait le voir un peu dans le dur. Ce soir, c'est quand même un UFC vétéran. Hein. César Alzemendia, il a fait le Ultimate Fighter et 2 combats à l'UFC, même s'ils ne sont pas très bien passés, il a fait ça. Donc, on verra de quelle façon il gère son énergie. Mais aujourd'hui, je pense que c'est 70, très clairement. Ok. Comme t'en parlais, c'est qui t'a, de tous les élèves que tu as eus, de tous les combattants et combattantes que tu as eus, c'est qui t'a donné le plus, en première impression, le plus, wow, celui-là ou celle-là, il va aller loin? C'est Manon? Ça peut ne pas être Manon, hein. Très honnêtement, il y en a, Virgile et Axel, je les ai eus très, très, très jeunes. Je sais pas si c'est Manon Fiorot ou Mehdi Dakaev qui m'ont fait la meilleure impression dès le début, mais un des deux, ouais. Les deux, en tout cas, ils m'ont marqué très, très fort dès le début. Quand t'as les combattants qui sont gamins, c'est difficile quand même. C'est ça. Tellement de critères. À 13 ans, tu vois un jeune adolescent qui arrive, Voilà. qui est à peine muet, tu vois, c'est compliqué de dire, ouais, ça va être. Non, bien sûr. Et Virgile, pareil, il était jeune aussi, il avait 17 ou 18 ans. Mehdi, il est arrivé, il avait déjà fait beaucoup d'amateurs, il était très solide aussi. Et Manon, physiquement, et dans sa. En fait, les deux, c'est dans leur gestion de l'apprentissage qui m'ont impressionné. Tu vois, c'est qu'ils apprennent. C'est rare de voir quelqu'un qui est capable de progresser à la fin d'un entraînement, tu vois. Et ils sont capables, les deux, de faire ça. Et est-ce que t'en as peut-être pas, mais est-ce que t'as un nom au boxing ou au Maccabi à Nice qu'on connaît pas nous encore, mais dont on va entendre parler? T'en as peut-être pas. Hein. Si, j'en ai un. Et même s'il est jeune, c'est pas grave. Je vais donner son nom. C'est Djihad Iresh Bagdad, qui a déjà fait pas mal de grappling. Il a 16 ans, si je dis pas de bêtises. Ouais, c'est fort. C'est fort. Et à mon avis, dans 2-3 ans, on va en entendre parler. Ouais, ça, c'est le sonore qu'on ressortira dans quelques années quand il sera monté. Et petite anecdote, on aimerait bien que Clément Marcoux nous a raconté. Il nous a dit que tu avais été dans son coin, que tu avais coaché. T'es comment en combattant, Clément? Mais attention, parce qu'il faut relativiser. Il a toujours été quand même assez pointu en musculation, Clément, même si c'était pas l'expert que c'est aujourd'hui. Mais c'était moins calculé, parce que les gens, ils voient aujourd'hui Clément, à la virgule près, tout est organisé, c'est un chef d'orchestre. Là, c'était un peu plus à l'arrache, tu vois, mais c'est un guerrier, Clément. Franchement, en plus, c'était dur ce qu'il y avait en face, c'était en Suède, c'était solide. C'était pas très préparé, il n'avait pas un très gros cardio, il avait rien de bien organisé, mais en tout cas il est allé et il s'est vendu corps et âme là-dedans et c'est un guerrier. On peut dire que à cette époque, sa qualité première c'était d'être un guerrier, de prendre n'importe qui, quoi. Si je te donne pour finir un petit, tout est open, t'as le choix. Tu peux rajouter un truc au boxing squad. C'est pas peut-être plus de sparring, peut-être une plus grande salle, peut-être un coach spécifique pour telle chose ou telle chose. Si tu pouvais rajouter tout ce que tu voulais, t'as juste à le dire et ça arrive tout de suite. Un sponsor. Juste parce que les idées, on les a. Le savoir-faire, je pense qu'on peut prétendre à l'avoir. Il manque juste un petit peu de budget pour pouvoir faire encore mieux que ce qu'on fait autrement. Là, tu vois, on va essayer d'avoir une salle qui va flirter avec les 1000 mètres carrés sur Nice Centre. On a la salle de Nice Ouest qui met un petit peu mon studio à moi, mon atelier, mon usine pour faire les prépas. Franchement, les idées, les combattants qui aimeraient venir pour avoir des facilités pour les héberger, on a tout ça, les contacts et tout. Ce qui manque surtout, c'est des gens qui croient en nous encore plus, quoi. Parce que c'est important pour toi d'avoir 2 sites différents, c'est-à-dire un vraiment où c'est pro et il y a les prépas qui sont faits là-bas, et l'autre pour ouvrir peut-être un petit peu plus sur de l'adhésion annuelle pour les amateurs, le loisir. Aujourd'hui, l'un va pas sans l'autre. Tu peux pas te dire structure d'élite si t'es pas fréquenté par les amateurs. Et puis même structure loisir, quoi, tu vois. Et puis même, franchement, regarde sur les mecs que j'ai en pro aujourd'hui, la plupart ils ont été formés au club, quoi. Donc il y a, je pense, au même titre qu'au football avec les centres de formation. Il faut y croire, même si ça met du temps à arriver, c'est long. Sur peut-être 200 personnes, t'en as un qui va pouvoir être pro. Mais c'est comme au foot, en fait. Ouais, c'est ça. Bah oui.
Mais je pense que c'est important d'avoir cette continuité de formation. Puis après, il y a un modèle économique qui est intéressant. Ça permet à des mecs, tu vois, Virgil Hogan, il bossait la nuit auparavant. Ouais. Là, aujourd'hui, il bosse plus la nuit. Grâce à Il donne des nos cours, structures, il fait quoi ? il donne des cours, Ouais, tu vois. super. Et donc, je pense que c'est un milieu quand même beaucoup plus sain, même si le top, ce serait même qu'il arrête de donner des cours d'ici. Moi, j'espère que dans 2 combats, Virgil va pouvoir arrêter de donner des cours et que c'est quelqu'un d'autre, Qui prend le un relais. Muris, Ouais. un machin, qui va pouvoir prendre sa place. Parce que c'est ça la suite et Oui, et puis l'évolution. que ce soit logique. et ainsi de suite, et Ouais, ainsi c'est de ça. suite, et ainsi de suite. Axel jusqu'au bout. donne plus de cours, Manon donne plus de cours, ça a été remplacé. Aujourd'hui, c'est Virgile et Dimitri Stolmelis et Miguel Haro. Et le but, c'est que ces mecs-là puissent vivre du MMA pour que ce soit d'autres qui puissent arrêter d'avoir un travail extérieur, quoi. Joe, dernière question, on va conclure. Non, on a été complet, hein, mais. Bah, moi, j'en ai une, j'ai ma dernière, mais c'est mes questions fiction, tu connais. On est le 2 septembre 2023, il est 22h45, 23h. Il s'est passé quoi dans la cage entre Manon et Rose? Elle l'a fini et on a un coup de téléphone de Hunter Campbell qui nous demande d'aller le 16 septembre pour voir le combat de Valentina contre Grasso. Au premier rang à Las Vegas? Au premier rang à Las Vegas. À part Andrade, là, qui la slam, elle a déjà été finie ? Rose? Ouais. Il faut que je vérifie. Dans mais la je tête, crois comme- que. Si, par- Moi, je dis peut-être. 2 fois. 2 fois. 2 fois par. Ouais. Comment elle s'appelle ? Non, c'est la première championne des pailles. Carla Esparza. Esparza. Esparza, Ouais. je crois qu'elle a fini en Grand Pound. Au étranglement arrière, mais elle est- Ouais. Ah oui, sur le combat du premier titre, Ouais. oui, de 2014, tout à fait. Ouais, tout à fait. Où elle a encore Mais les cheveux après, longs et tout, elle a encore les cheveux longs. Johanna l'a pas fini, mais elle l'a sonné. Attention, le menton, je pense que c'est pas quelque chose d'hyper solide. Et en fait, en regardant les vidéos, je me rends compte qu'il y a beaucoup de similitudes avec Chou, que ça désengage beaucoup. C'est juste que elle rentre plus en anglaise, elle a des petits combos sympas, tu vois, mais Déplacement. ouais, ça va se déplacer beaucoup. Hein. Mais non, je suis persuadé que maintenant elle va finir ce combat. Ouais, voilà, vous êtes à Vegas le 16, et puis allez, janvier, je crois qu'il y aura encore, ils ont reconfirmé qu'il y aurait encore l'événement au Brésil, au mois de janvier. Fin janvier. Alors moi, je reprends une dernière. C'est pas loin du Mexique si Grasso a gardé sa ceinture, Aldric. Ouais. Est-ce que tu penses qu'il y a une chance d'avoir un UFC à Nice ? Ouais, je pense qu'ils peuvent faire un fight night. Ouais, franchement, je pense qu'ils peuvent faire un fight night, surtout si Manon continue à grimper, elle s'installe au sommet. Demain matin, tu signes un Sola et Virgile. Ouais, je pense vraiment Tu qu'on en as peut... déjà parlé avec les gens de l'UFC ? Alors, j'en ai pas parlé parce que je vais pas te cacher, j'ai pas encore ce degré d'intimité, que ce soit avec les gens de l'UFC ou le staff. Par contre, ce que je sais, c'est qu'à un moment, ils avaient envisagé 5 villes de province, dont Nice. Ouais. Ça m'a été dit par le gars des relations chip. T'as une idée de la salle ? Ils aiment pas les trucs ouverts, ça Ouais, sort du c'est pas cahier des possible. charges, Ouais. c'est pas possible. Du coup, je crois que la salle du Nicaïa, elle se ferme quand même. Ouais, tu vois, oui, donc ouais, je bien pense sûr. que ce serait pas impossible. Ce serait une belle salle. Pour, Ouais. Tu les imagines quand même plutôt venir à Marseille, s'ils viennent dans le sud en premier? Comme ça. Non, je pense qu'à Non. partir du moment où ils peuvent faire 20 000 places, t'as pas besoin d'aller chercher forcément aller à Marseille. Je les vois. Moi, je pense qu'entre Nice et Montpellier, ça se jouerait plus vers là. Tu sais quoi, même j'y réfléchis, à Marseille, c'est plus compliqué parce que des salles fermées qui ont 20 000, Oui, Bah, puisque c'est le dôme est beaucoup plus Ouais. petit en fait. le Dôme c'est Ouais. plus petit, ouais. Donc, Le Moi, Nicaïa, je dis ça que, correspond ouais. au cahier des charges, ouais. Moi, je dis Nice ou Montpellier. Et donc, Et puis tu fais une carte à Nice avec, je sais pas, Marvin Vettori ou un Italien Ouais, ou c'est deux en frontalier, plus, exactement. c'est très bien, ouais. c'est pour ça que j'y crois pas mal. Moi, je pense Ouais. que d'ici 2-3 ans maxi, c'est largement possible. Bon, et tu te vois, dis-moi. Ouais, tu te vois comment si je te demande dans 10 ans, Je sais pas si je ferai encore on ça. en dans a déjà 10 ans. parlé. 10 Ton ans, je sais pas. palmarès, vas-y, fiction. 10 ans, je sais pas si j'aurai arrêté, mais c'est possible. Parce que je te dis, émotionnellement, ça prend beaucoup de force et de place. Et mais je pense minimum 5 des miens à l'UFC. Je suis très l'objectif. confiant, je le signe. Ouais, je le signe maintenant. On fait le pari pour dans 10 ans, mais on y sera arrivé. Ouais. merci beaucoup Aldric en tout cas pour tout ça, pour toutes tes Ouais. réponses. C'était passionnant de discuter avec toi de ton parcours et de l'avenir du Boxing Squad. Et puis rendez-vous à tous quand même le 2 septembre parce que c'est une date très importante pour Manon Fiorot, en route vers la ceinture contre une des légendes du MMA féminin. On peut le dire, Rose Namajunas. Top Ce 5, sera t'as raison, top 5 de l'histoire. top 5 de du l'histoire féminin. à l'Accor Arena de Bercy pour un gros UFC Paris où Manon ne sera pas la seule française représentée. Merci Joe, comme Et d'habitude. Alex, Merci Aldric une nouvelle Merci à fois. vous, les gars. Abonnez-vous pour rater aucun épisode du Fighter Club. Envoyez-nous des commentaires, des pouces bleus, des étoiles, tout ce que vous voulez pour nous donner de la force. Ça nous fait continuer d'avancer. Et à très vite pour un nouvel épisode du RMC Fighter Club. RMC Fighters Club.